moi, je vais vous traiter le blood shift, les conséquences du blood shift, de la redistribution sanguine centrale. Un petit mot sur le froid, mais je pense que vous connaissez déjà pas mal de choses sur le froid depuis le temps qu'on vous en parle. Et enfin, le aigu du poumon. Alors, vous savez, là, Paul, vous avez un petit peu parlé la dernière fois du système vasculaire, des artères et des veines, le réseau veineux qui n'est pas très riche en muscles dans la paroi et qui est plutôt un système capacitif. Là, moi, je vais passer ma journée debout. Ce soir, j'aurai les jambes sans doute un peu lourdes, peut-être un peu gonflées, j'en sais rien. Pourquoi? Parce que mon sang, il stagne au niveau des membres inférieurs. Comme je piétine, mes muscles, ils ne travaillent pas beaucoup pour faciliter son retour vers le cœur. Alors que si je marchais toute la journée, finalement, j'aurais moins mal parce que le sang circulerait mieux. Quand on va dans l'eau, l'immersion, en fait, a un effet un petit peu bas de contention, c'est-à-dire que la pression hydrostatique appuie sur les parties molles des jambes, c'est le plus gros réseau, mais aussi des bras, et favorise le retour veineux vers la circulation centrale, là où la pression hydrostatique ne peut pas être transmise parce qu'il y a une paroi dure entre donc, la cage thoracique. Un petit schéma. Donc là, c'est là maintenant, en fait, quand on est sur Terre. Alors au centre est schématisée la circulation sanguine, et là est schématisée la cage thoracique. Quand je m'immerge juste tête hors de l'eau, la pression va appuyer sur les membres inférieurs et va favoriser le retour. Donc il va y avoir un afflux de sang au niveau de la cage thoracique. Donc du coup, le poumon aura moins de place aussi pour les mouvements ventilatoires. Et lorsque je vais complètement, beaucoup plus profond, que je m'immerge complètement, ça majeure un petit peu ce phénomène-là. Donc vous voyez aussi qu'au niveau du cœur, ça fait une charge de sang à éjecter beaucoup plus importante. En amont, il a beaucoup plus de sang qui lui arrive, et en aval, il a des résistances un petit peu plus importantes. On verra ça un peu plus loin. Donc on considère, en immersion en eau à peu près tempérée, un afflux d'environ 700 cc au niveau de la circulation thoracique. Donc les principales conséquences que je viens de vous dire, il y a une augmentation de pression essentiellement dans la circulation pulmonaire et du coup une augmentation du débit cardiaque puisqu'il lui amène plus de sang à éjecter. Deuxième conséquence, c'est qu'au niveau du cœur, lui reçoit un signal qu'il y a un afflux de sang, ce qu'on appelle une hypervolémie, c'est-à-dire une augmentation du volume de sang, puisqu'il est du coup, les oreillettes vont être un petit peu distendues. Et il va se mettre du coup en route des mécanismes pour réguler ce volume sanguin, puisque c'est le message qui est perçu. Donc en particulier, les cellules des oreillettes qui sont dilatées vont sécréter ce qu'on appelle les peptides cardiaques, qui vont avoir pour rôle d'augmenter la diurèse. C'est pour ça que vous avez envie d'aller uriner à la fin d'une plongée. Puis, il y a aussi une inhibition de la sécrétion d'hormones antidiurétiques. Bref, tout un système qui se met en marche pour vous donner cette envie d'uriner pour éliminer ce trop-plein. Par ailleurs, je vous ai dit qu'il y a une augmentation de pression. Donc, ça va stimuler les barorécepteurs aortiques, ce qui va inhiber le système vasoconstricteur. Donc, puisqu'il y a plus de pression, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le calibre des vaisseaux. Du coup, voilà. Donc on inhibe le système sympathique qui est le vasoconstricte. Quand vous sortez de l'eau, on retourne à l'état de base, là. Donc mon système veineux, il redevient un système capacitif. Et du coup, on se retrouve en hypovolémie relative puisqu'on a uriné un trop-plein, alors que finalement, le volume global sur tout le corps, il n'avait pas changé. C'est pour ça que vous êtes déshydraté. Seulement, c'est une déshydratation qui est pas forcément accompagnée de sensations de soif énormes. Néanmoins, il faut avoir en tête que même si vous n'avez pas soif, vous êtes déshydraté. La conséquence pratique, c'est que une des choses à faire pour récupérer, c'est tout bêtement de se réhydrater. Et notamment quand vous faites 2 plongées par jour, après la plongée du matin, vous êtes déshydraté. Si la plongée de l'après-midi, vous recommencez pareil sans vous avoir compensé cette perte du matin, vous partez en étant déjà déshydraté, donc vous majorez ces phénomènes-là. Donc vos sangs, il sera plus concentré, et vous verrez cet après-midi que ça favorisera la stagnation des bulles et les accidents de désaturation. D'accord?
Est-ce que ça va le blood shift? Concrètement, quand tu vas sous l'eau, on va voir la suite. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tu es un peu stressé, tu fais un effort physique et puis surtout, tu es soumis au froid. Donc finalement, ta balance parasympathique, sympathique, ça va être la conséquence de tous ces facteurs extérieurs. Là, on les a détaillés les uns après les autres en fait. Mais effectivement, il y a le froid qui va intervenir et c'est la suite. Voilà. Donc la régulation thermique, bon, on est homéotherme, c'est-à-dire qu'on maintient notre température à peu près stable autour de 37 degrés. Et c'est la température des organes nobles, du noyau, ce qu'on appelle le noyau. Donc autour de 37 degrés, dans une fourchette à peu près 36,5, 37,5, on régule avec simplement la vasoconstriction et la vasodilatation cutanée. D'accord ? Quand la température s'abaisse, on va mettre en marche les mécanismes de thermogénèse, c'est-à-dire on va chercher à produire de la chaleur pour maintenir le noyau à 37, et à l'inverse, quand la température s'élève, on va mettre en route les mécanismes de thermolyse pour augmenter les pertes de chaleur. Donc ce qu'on appelle la neutralité thermique, c'est quand les pertes compensent les mécanismes de production, c'est-à-dire là où le bilan énergétique est nul. Dans l'air, ça se produit quand la température est à peu près à 25 degrés. Dans l'eau, il faut que la température de celle-ci soit autour de 34 degrés. Si la température du noyau augmente, on appelle ça l'hyperthermie. Si elle diminue, on appelle ça l'hypothermie. Donc ça, c'est quand il y a des circonstances extérieures qui sont ou très très chaudes, c'était le cas lors de la canicule il y a quelques années, qui apparaît de temps en temps, ou c'est le cas quand on est exposé à des températures très froides. À part la fièvre, c'est un dérèglement interne, on verra ça aussi cet après-midi, qui correspond en fait à un mécanisme de défense, les bactéries étant moins agressives quand la température centrale est un petit peu augmentée. Donc c'est juste un problème de régulation centrale. Ça, vous connaissez, je pense? Ou vous voulez qu'on détaille? Alors, les pertes, grosso modo, c'est la conduction. Je pose ma main sur une surface froide ou une surface très chaude. La convection, donc le flux de fluide autour de ma peau. La radiation, notamment avec le soleil. Et l'évaporation par la sueur ou par les gaz expirés. Et en plongée, c'est surtout la convection qui va être très importante. Et on va aussi avoir une augmentation par l'évaporation, notamment au niveau des voies aériennes. Voilà. Donc on a des récepteurs périphériques, sensibles au chaud, qui transmettent un message de chaud ou qui transmettent un message de froid. On a des récepteurs du noyau, situés au niveau de la moelle épinière, pareil, chaud ou froid, qui vont donc envoyer un message de température au niveau des structures centrales, qui sont situées au niveau de l'hypothalamus, et qui va, lui, être le centre de régulation pour maintenir la température corporelle à peu près stable. Donc, il va y avoir un signal de comportement, une sensation désagréable, j'ai froid, j'ai chaud, donc je me couvre ou je me découvre. Il va jouer sur le système nerveux autonome, donc mise en route de la vasomotion, c'est-à-dire vasoconstriction ou vasodilatation intense ou pas, de l'horripilation, c'est-à-dire une contraction des petits muscles sous-cutanés pour limiter au maximum les pertes. Et puis le système nerveux moteur, ça c'est pour augmenter la contraction musculaire, pour augmenter la production de chaleur. Donc quand on a froid, on commence par limiter les pertes de chaleur. La vasoconstriction, donc on réduit le calibre des vaisseaux, donc la pression va augmenter artérielle et veineuse, et du coup c'est un peu comme le blood shift, ça va participer à l'augmentation du travail cardiaque. Et bien sûr, on va avoir un signal d'inconfort. Donc normalement, si on a les possibilités, on va avoir envie de rajouter une épaisseur. Une petite question sur la diapo précédente entre frisson et horripilation. Donc, horripilation, c'est la chair de poule. Hein. C'est les poils qui se hérissent. C'est les muscles, c'est plus. C'est un mouvement musculaire, une contraction musculaire. C'est un tremblement, si tu veux.
Si ça ne suffit pas, et ben justement, on va produire de la chaleur, d'abord par la contraction musculaire, donc on peut le faire volontairement, ou sinon, ça se met en route de façon involontaire, et c'est le frisson, c'est je claque des dents. Et puis, il y a également une augmentation du métabolisme cellulaire pour produire de l'énergie calorique. À noter, vous êtes en ce moment, peut-être qu'il y en a qui nagent en mer, et quand vous rentrez dans l'eau, aïe, ça fait mal. Vous avez mal aux mains, vous avez mal aux parties. C'est une sensation douloureuse parce qu'effectivement, il y a une stimulation douloureuse quand la température est très basse. Donc, ce qui va stimuler en plus les hormones de stress, de lutte contre la douleur. Donc, activation du cortisol, de la thyroïde et puis surtout de l'adrénaline. Donc, on va augmenter la libération de sucre, de glucose, puisqu'on en a besoin pour produire de l'énergie. Du coup, on va aussi augmenter la consommation d'oxygène. Et tout ceci va conduire à un risque encore plus accru d'essoufflement. D'accord ? Donc, en plongée, on est dans un milieu à risque parce que c'est très rare qu'on arrive à plonger dans des eaux à 34 degrés. Même les piscines municipales, généralement, elles sont chauffées à 28-29 degrés. Donc, vos élèves ont droit d'avoir froid. Les pertes sont largement augmentées parce que c'est un flux d'eau qui tourne autour de votre peau, donc qui prend beaucoup plus de chaleur. Donc, il y a une perte beaucoup plus augmentée par la convection. Et vous respirez un gaz qui est froid. Donc, il y a des pertes par convection au niveau des voies aériennes que vous n'avez pas beaucoup ici, et par évaporation en plus, puisque l'air est froid et sec. Il y a probablement aussi une influence des facteurs de la plongée, notamment de la narcose, sur la régulation centrale en plus. Donc concrètement, on a d'abord une vasoconstriction périphérique, donc qui va majorer le blood shift, donc la diurèse et la charge cardiaque. Vous savez tous, quand on immerge la face dans de l'eau froide, il y a une stimulation de certains récepteurs de la face qui va stimuler le système parasympathique. Donc lui va ralentir le cœur, normalement. On va augmenter la production de gaz carbonique puisqu'on augmente les métabolismes cellulaires et le travail musculaire. Et puis, il faut savoir que l'exposition des voies aériennes au froid, c'est une agression pour nos voies aériennes qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc, il va y avoir une hypersécrétion des cellules bronchiques, donc une diminution du calibre des voies aériennes et une diminution des débits respiratoires. C'est une des raisons qui font que l'asthme a longtemps été une contre-indication à la plongée. Et de fait, l'asthme à l'effort ou l'asthme au froid reste une contre-indication à la plongée parce que la simple respiration de gaz froid peut, chez certaines personnes, déclencher une véritable crise d'asthme. OK ? Les signes de l'hypothermie, vous les lirez tranquillement chez vous. Hop. Entre 35 et 37 degrés, on lutte. En dessous de 32 degrés de température du noyau central, le pronostic vital est engagé. Vous avez vu qu'on stimule quand même des hormones de stress. Donc il y a essentiellement des risques d'arythmie, de troubles du rythme cardiaque qui peuvent conduire au décès de la personne. OK ? Chez l'enfant, c'est particulièrement patent parce que vous avez tous vu vos enfants, c'est des crevettes. Ils ont un panicule adipeux qui le plus souvent est très mince. Du coup, ils ont une couche isolante qui est plus fine. Votre graisse sous-cutanée vous protège aussi du froid. Et puis, ils ont une grande surface corporelle par rapport à leur poids. Du coup, ils ont une grande surface d'échange relative à leur poids. Donc, ils s'adaptent parce qu'ils ont un métabolisme de base qui est augmenté. La conséquence, c'est qu'ils vont s'épuiser beaucoup plus vite. Donc, en plongée, et c'est des messages à donner à vos stagiaires pédagogiques, c'est de faire vraiment attention au froid pour l'enfant parce que ça fait partie des facteurs limitant la plongée. Donc, la combinaison adaptée, avec port de gants, porte-chaussons, vérifier qu'ils se protègent du froid avant et après la plongée. Et puis, limiter la durée de la plongée et la température de l'eau. Une petite question, s'il te plaît. Ouais. Donc, quand on voit les gamins à la piscine ou des fois en plongée, ils
ils vont avoir les lèvres bleues, ils vont grelotter, et pour autant, ils arrivent à lutter contre le froid. C'est-à-dire que tu vas leur demander s'ils ont froid, ils vont te dire non. Ils vont te dire non parce qu'en fait, ils vont s'agiter, ils vont beaucoup bouger. Mais ils vont s'épuiser assez rapidement. Donc il faut les arrêter avant bien sûr, cette phase-là. Donc comment se fait-il qu'eux arrivent à lutter contre le froid alors qu'un adulte, par exemple, qui est peut-être plus armé pour le faire, ne va pas le faire? Un gamin, on le met dans la flotte à 17 degrés l'été, il va rester 1 heure dans la flotte, il n'aura pas froid, alors que nous, on ne va pas mettre les pieds, quoi. Notre métabolisme de base est un peu moins important, et puis on bouge beaucoup moins. On a une capacité à garder la chaleur qui est quand même un peu meilleure, mais la contrepartie, c'est qu'on tourne, entre guillemets, un peu plus à ralenti que l'enfant, donc on produit moins de chaleur. C'est pour ça qu'on la supporte moins. Et puis les adultes, s'ils veulent, ils peuvent rester dans le froid aussi. Hein. La plupart du temps, c'est bien parce qu'ils sont soit raisonnables, comme dit sa mère, soit un petit peu plus toniques. Ouais. Le comportement n'est pas le même, ça c'est sûr. Alors, l'œdème aigu du poumon. Ça s'appelle l'œdème aigu du poumon, donc c'est un accident avant tout respiratoire. Donc en fait, c'est le passage de liquide sanguin dans les alvéoles pulmonaires. Donc ce qui correspond à une rupture de la barrière entre poumon et circulation. D'accord ? Donc les conséquences, c'est d'abord des signes respiratoires. Comme la barrière est altérée, les échanges gazeux se font moins. Il peut y avoir aussi des signes d'hypoxie associés. Ça va dépendre de l'importance des lésions pulmonaires et donc de l'importance de l'hypoxémie. C'est un peu le même problème que la noyade, pour le coup. La barrière alvéolo-capillaire... Ah non, il n'y a pas la photo, c'est après. Pardon. Faut vous imaginer que c'est une barrière qui est vachement fine parce qu'elle doit laisser passer des gaz. Seulement, elle doit résister à chaque cycle respiratoire où vous montez en pression, vous baissez les pressions sans arrêt. C'est un peu le ballon de baudruche qui n'arrête pas de se gonfler, de se dégonfler. Au bout d'un moment, la paroi, elle se fragilise. Et chez nous, ça tient le coup. C'est pas fabuleux ? Bon. Donc, il y a d'un côté l'épithélium, une couche de cellules, qui est l'épithélium alvéolaire. De l'autre côté, une autre couche de cellules, qui est l'endothélium vasculaire. Et puis entre, il y a des fois pas grand-chose. Il y a des endroits où cette barrière fait 0,3 microns. Pour comparatif, un cheveu, c'est 80 microns. Donc c'est vraiment tout petit, petit, petit. Voilà. Donc là, sur la photo, c'est au microscope électronique. Ici, on a le versant alvéole pulmonaire. L'échelle, ça, c'est le micron. Et ici, on a la barrière alvéolo-capillaire avec là, une cellule au milieu qui fait et puis de l'autre côté, une autre alvéole. Donc vous voyez qu'ici, c'est pas très large. Et donc, dans certains cas, elle défaille quand même. Quand est-ce qu'elle peut défaillir ? Soit parce qu'à l'intérieur du capillaire, il y a une augmentation de la pression. Donc, si vous gonflez trop, si vous tirez trop, vous pouvez altérer l'intégrité de la barrière. Soit parce qu'il y a des facteurs lésionnels, c'est le cas de la noyade, qui altèrent ses propriétés. Voilà. Et donc, lorsqu'il y a défaillance, c'est d'abord la phase liquide du sang qui va passer, c'est le plus facile. Elle va passer entre les capillaires et l'alvéole, et puis ensuite, ça va aller dans les alvéoles et inonder les alvéoles pulmonaires. Et puis, si les lésions sont importantes, les cellules vont passer. D'abord, les plus petites cellules du sang, c'est-à-dire les globules rouges. Et donc là, on va cracher une espèce de mousse rosée colorée en fait par les globules rouges. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui en plongée peut concourir à l'œdème pulmonaire? Tout un tas de choses. En fait, D'accord ? D'un côté, il y a des facteurs mécaniques, c'est des forces de tiraillement. On passe longtemps à gonfler et dégonfler le ballon. Donc, à l'exercice, on augmente les débits ventilatoires. La pression va augmenter la densité des gaz, donc on va augmenter les efforts respiratoires. Des fois, il peut y avoir les résistances du matériel ajouté. Donc, un effort respiratoire augmenté, on augmente les écarts de pression entre inspiration
et expiration. Donc on joue sur les forces de tiraillement. De l'autre côté, sur le versant capillaire, on va avoir des facteurs hémodynamiques. Je vous ai parlé du blood shift et du froid, qui fait augmenter la pression intrathoracique. Les peptides cardiaques, ça a un rôle, ça pourrait augmenter un petit peu la perméabilité vasculaire. Et puis, on a une baisse des sécrétions, on a de noradrénaline et rénine. On a un petit peu un relâchement des vaisseaux. Donc, tout ça va concourir du côté circulatoire. Et puis enfin, respirer un gaz froid et sec, je vous ai dit, ça a des conséquences au niveau de l'arbre bronchique. Il y a une réaction inflammatoire, l'organisme n'est pas habitué, liée en plus à l'hyperoxie, au froid. Donc une inflammation qui va un petit peu altérer les propriétés de cette barrière alvéolo-capillaire. Et tout ça ensemble, ça peut concourir à un œdème pulmonaire. OK ? Est-ce que l'effet de l'entraînement ou alors des plongées répétitives avec l'expérience peut augmenter la force en quelque sorte de cette barrière, ou alors c'est figé une fois pour toutes? Alors là, je vais te parler après de ce que nous, on a observé. Je vais venir un peu plus loin. On a vu des œdèmes pulmonaires chez des vieux plongeurs comme chez des jeunes plongeurs. Il y a probablement des facteurs individuels, de susceptibilité individuelle qui rentrent en ligne de compte et des facteurs d'âge. Mais a priori, l'effet de l'entraînement, pour l'instant, on n'a pas montré que ça pouvait jouer d'une façon ou d'une autre. Okay. Donc les signes, des signes respiratoires, c'est un accident, ça débute dans l'eau. En début de plongée, en milieu de plongée, en fin de plongée, ça peut être en surface après la plongée, mais ça ne sera pas sur le bateau. Ou si c'est sur le bateau, c'est qu'il y avait déjà des signes auparavant. C'est d'abord un essoufflement, donc une dyspnée, qui s'accompagne souvent de toux. Et je vous ai dit, il y a du plasma et puis des fois il y a des cellules sanguines, donc il y aura un crachat de sang. Le plus souvent, c'est un mélange sang et air, donc ça fait une mousse rosée en fait. Ça vous rappelle quelque chose, ces signes-là ? Ouais, spume rosacée, ça vous rappelle quelque chose? Surpression pulmonaire, puis un petit peu aussi la noyade. Ouais. Ce qui va nous permettre de distinguer d'une surpression pulmonaire, c'est que là, il n'y a pas de notion de remontée rapide. Ou s'il y a une notion de remontée rapide, c'est peut-être parce que l'essoufflement a commencé au fond et que, sensation d'asphyxie, on remonte rapidement. D'accord ? On a observé des cas où d'emblée, il y a pu y avoir des pertes de connaissance, voire plus rarement, mais des arrêts cardio-respiratoires. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, en fait, c'est que c'est potentiellement grave. La plupart sont relativement bénins, en fait, mais on a un peu tous les stades. Donc je vous ai mis des photos. Ça, c'est une radio pulmonaire. Alors au milieu, le gros truc au milieu, c'est le cœur. Ouais. Arrêt cardio-respiratoire. ACR. La radio pulmonaire, donc ici vous avez le cœur, ici on voit c'est pas aussi blanc que là parce qu'il y a un petit peu d'air, en fait c'est la trachée. Ici c'est les clavicules, les côtes. Donc normalement sur une radio l'air est noir comme là. Et puis là vous voyez qu'il y a plein de... Là normalement c'est du poumon et vous voyez que c'est un petit peu blanchi, c'est un peu floconneux là sur les bases parce qu'en fait il y a du plasma qui s'est infiltré là-dedans. D'accord ? Il y a du sang là. Sur le scanner, c'est pareil. Donc là, c'est le médiastin au milieu, donc ça, c'est normal. Normalement, l'air, il apparaît ici en noir. Et tout là, ça devrait être pareil que là, sauf que ça ne l'est pas parce qu'il y a du sang. Ça, c'est des images d'œdème pulmonaire qui ne préjugent pas de la cause. Hein. Vous avez une noyade, vous avez les mêmes images. Donc, quand quelqu'un n'est pas bien dans l'eau, on commence par le sortir de l'eau. Si vous avez un essoufflement, on apprend beaucoup l'essoufflement par cause hypercapnique. Si vous avez quelqu'un qui est au repos au palier et qui est complètement essoufflé ou qui ne récupère pas de son essoufflement, c'est pas normal. Puisque si c'est simplement hypercapnique, quand on arrête l'effort et quand on souffle, normalement ça va mieux. Si ça ne va pas mieux, c'est qu'il y a peut-être autre chose. On commence par le sortir de l'eau pour l'extraire déjà de toutes ces contraintes.
Et je vous ai dit, le blood shift, il est rapidement réversible, donc on abaisse assez rapidement les pressions intrathoraciques, donc la charge cardiaque finalement. Et puis, comme il y a des lésions alvéolaires, eh ben, on va l'oxygéner. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose dans l'eau, un accident respiratoire dans l'eau. Généralement, si c'est mineur, il récupère assez vite. Il faut vous dire qu'il y a eu une altération de la barrière alvéolo-capillaire, donc soyez prudents et allez-y relativement largamanu sur l'oxygène. Et dans tous les cas, il faut l'évacuer vers l'hôpital, au moins qu'il ait un diagnostic. Parce qu'un œdème pulmonaire, ça peut récidiver. Donc c'est bien de savoir qu'il a déjà fait et de lui donner, de faire un bilan médical. Parce qu'il y a peut-être d'autres causes qui ont pu conduire à cet œdème pulmonaire. C'est quelqu'un qui a eu une altération de la barrière alvéolo-capillaire. Donc un poumon qui a été blessé. Donc n'hésitez pas à l'oxygéner. D'accord? Ça améliorera. Non, largamanu. Allez-y largement. N'hésitez pas à le mettre sous oxygène. Alors les facteurs de risque, donc on vous a expliqué les mécanismes. Après, tout le monde ne fait pas d'œdème pulmonaire. Alors les facteurs de risque, en fait, c'est en cours d'étude. Donc si vous avez des cas, vous m'en parlez puisque c'est moi qui fais mon étude. Ce qui semble être dégagé, c'est l'âge. Au-delà de 40-45 ans, ça semble être la population prédominante. Les plongées dans le froid, alors initialement c'était décrit uniquement dans le froid, mais le froid semble être un facteur de risque. Pourquoi? Parce que ça augmente encore le blood shift. Conditions de stress et d'effort. Chez les nageurs de combat israéliens, au bout de 4 km de nage à cadence assez soutenue, il y avait les 2 tiers qui avaient des lésions sans forcément de signes cliniques. Et aux examens, on retrouvait des signes d'œdème pulmonaire, à l'effort donc. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait une partie respiratoire, que si il y a une contribution respiratoire liée à l'effort ventilatoire, si vous avez un matériel pourri qui augmente encore l'effort respiratoire, ça va augmenter votre risque. Et puis, il y a très certainement des facteurs de susceptibilité individuelle. Et bien sûr, s'il y a un terrain un peu malade, c'est-à-dire un problème cardiaque sous-jacent, un problème de valvule cardiaque, c'est des sujets qui peuvent être plus à risque. Voilà, ça c'est les facteurs de risque présumés. On essaiera de les démontrer un peu plus tard. On est prudent parce que, et c'est surtout à Brest, on est prudent parce qu'on a eu des expériences malheureuses de gens qui ont fait un premier œdème pulmonaire au moment où on ne connaissait pas trop et qui en ont fait un deuxième et qui a été mortel. C'est-à-dire que c'est pas le premier épisode peut être à minima, et puis le deuxième peut être beaucoup plus important, soit parce que les conditions font que c'est plus grave d'emblée, soit parce que les conditions d'extraction de l'eau sont pas bonnes ce jour-là, et on tarde à sortir la personne de l'eau. Donc on devient très prudent pour autoriser la reprise de la plongée, en tout cas chez les plongeurs qui ont un profil à risque. Mais il n'y a pas de recommandation fédérale établie, approuvée, votée. Et en fait, c'est pour ça qu'on faisait cette étude sur les facteurs de risque. Si on dégage un groupe particulièrement à risque, dès lors que le plongeur rentre dans cette catégorie-là, on va le contre-indiquer. Maintenant, s'il y a eu un facteur externe clairement identifié, on a eu un cas où c'est quelqu'un qui plonge habituellement en mer chaude, qui fait de la photo, faible profondeur, pas d'effort. Et il a fait un œdème pulmonaire un jour où, voulant rendre service à son club, il va faire une plongée dans le courant, dans le froid, en Bretagne. Bon, voilà. Donc celui-là, il me dit, d'habitude, je fais des plongées dans 10 mètres d'eau en eau chaude, sans effort, sans stress. Mais des choses qu'on n'évalue pas bien encore. La question, c'était sur l'incidence de l'accident. C'est très difficile à évaluer parce qu'on pense et on est même certain qu'il y a une large sous-déclaration. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, c'est un truc bénin qui revient rapidement dans l'ordre, donc c'est étiqueté simple essoufflement. Des fois, il y a des erreurs diagnostiques, étiquetées surpression pulmonaire. Et d'une année sur l'autre, on a observé de grandes variations. L'année où j'ai fait ma thèse sur le sujet, il y a eu 6 cas en Bretagne versus 2 surpressions pulmonaires. Cette année, on n'en a eu qu'un déclaré en Bretagne. Par contre, les militaires à Toulon en ont eu beaucoup, pour d'autres raisons.
Donc c'est assez. Mais ça semble être, c'est probablement l'accident respiratoire le plus fréquent en plongée scaphandre. Est-ce que ça peut arriver tout aussi facilement en apnée? Ça peut arriver aussi en apnée. Sa mère vous expliquera tout à l'heure les contraintes respiratoires de l'apnée. Ça arrive en apnée et ça peut arriver au cours de la nage. On a eu des cas malheureusement au cours de nage Capley notamment, où apparemment l'effort est beaucoup plus important. Ça peut arriver, ouais. C'est le fait d'être, c'est les contraintes liées à l'immersion. Après, en fonction de l'activité, il va y avoir participation plus ou moins importante de l'un ou l'autre facteur, et en fonction du type de plongée effectuée. Mais la gravité est plus importante en scaphandre. Enfin, on pense que la gravité est plus importante en scaphandre parce que quand ça t'arrive à 20 mètres ou à 30 mètres, il faut le temps de remonter. Alors que les apnéistes, c'est des temps qui sont très courts. Hein. Et la sortie d'eau d'un plongeur scaphandre est un peu plus longue que celle d'un apnéiste. L'oxygénation. L'oxygénation plein pot. La technique pour retirer l'eau des poumons, c'est d'une part l'oxygénation plein pot et après les processus de réparation locale pulmonaire, on en verra un petit peu tout à l'heure. Et après, dans les cas d'œdème pulmonaire grave, on a des techniques plus de réanimation où on utilise des machines, des respirateurs en fait, qui vont te donner, te délivrer, t'aider à respirer de l'air en t'insufflant une certaine pression et une pression notamment expiratoire pour laisser les alvéoles un peu ouvertes. Et après, dans les médicaments, alors, on va essayer de faire baisser le volume sanguin. Donc normalement, quand on sort de l'eau, on a une hypovolémie, donc un effet diurétique. Et sur Terre, on peut aussi utiliser des diurétiques en fait, pour essayer de faire pisser, donc diminuer la volémie. D'accord ? Et après, le poumon va cicatriser avec plus ou moins de séquelles selon l'importance. Pourquoi l'oxygène va aider à évacuer l'eau? C'est la respiration avec ces machines qui va garder une pression alvéolaire ouverte, permettre plus facilement le repassage du plasma dans la circulation. Et ça va favoriser les phénomènes de cicatrisation locale. Donc, c'est probablement, je réponds à une question, un accident qui n'est pas rare et c'est une vraie cause de décès en plongée. Sur des histoires racontées, on a pu se dire c'est très très vraisemblablement un OAP. Je ne dis pas que tous les décès c'est des OAP, hein, attention, ce n'est pas la même chose. Un essoufflement, le message c'est que il y a l'essoufflement lié à l'effort hypercapnique qu'on enseigne d'habitude, mais c'est aussi un signe. Quand vous avez fait vous n'arrivez plus à respirer, vous dites « je suis essoufflé ». Ça ne préjuge pas forcément de la cause. Et notamment, si vous arrêtez l'effort et que vous soufflez, si ça ne cède pas, ce n'est pas normal. Un essoufflement qui s'accompagne de tout, ce n'est pas normal non plus. Donc, laissez pas traîner ces plongeurs-là au palier. De toute façon, eux, on va les mettre sous oxygène. Si besoin, on va les évacuer vers le centre hyperbare et on se posera la question éventuellement de lui faire une séance s'il y a vraiment un gros risque d'accident de désaturation. Mais si vous le laissez encore un quart d'heure au palier, ça ne va pas s'améliorer, ça va s'aggraver. Une petite question en extrapolant. Ouais. Après un effort assez violent en surface, je ne parle pas de plongée, d'accord, par lequel survient un essoufflement. Si à l'issue de ça, lorsqu'on s'arrête, on a encore un petit peu, même bien essoufflé et qu'on tousse, ça peut être un œdème aigu du poumon. Ça peut être parce que l'effort, la nage endurante à la surface de l'eau, ça peut provoquer des œdèmes pulmonaires. Si tu tousses et si a fortiori tu craches une mousse rosée ou du sang, c'est pas normal. Donc ça peut être largement un œdème pulmonaire. Après, peut-être que tu as aussi bu la tasse un petit peu et que tu peux tousser pour ça. Mais si ça ne cède pas, il faut s'inquiéter, il faut sortir de l'eau. Est-ce qu'un rhume ou une maladie là, comme on a souvent en hiver peut favoriser justement l'eau? C'est vraisemblable, mais on ne sait pas. Ouais, c'est très vrai. Du moins en observation clinique, on n'a pas émis ça, mais c'est très vraisemblable. Alors juste une chose, au fait, il y a d'autres raisons également pour la toux et la dyspnée en sortant d'eau. Après un effort, c'est surtout au fait un asthme d'effort qu'on peut avoir aussi. Donc pas tout à fait au fait bronchique,
pas tout à fait, pardon, alvéolaire, pas un œdème bronchique. Et ça, on le voit en fait avec une dyspnée sifflante. Il fait comme ça, il siffle, on le voit bien. Pour répondre à ta question par rapport aux fièvres et aux rhumes, généralement, en fait, les fièvres et les rhumes, on dit que c'est viral d'une façon générale, il y a une pseudo-grippe. Il faut savoir que pas mal de virus donnent des atteintes myocardiques, des atteintes cardiaques à bas bruit, qui ne se manifestent pas, qui sont totalement asymptomatiques et qui, quand on fait un effort, dans la mesure où il y a une atteinte cardiaque, peuvent entraîner soit des OAP, soit éventuellement des troubles de rythme cardiaque et des morts subites. Donc c'est quelque chose qui est actuellement bien connu, de ne pas faire énormément d'efforts en pleine période de virose, de grippe, ce qu'on étiquette grippe au sens large du terme. Donc il faut faire attention à ça. D'accord ? Donc effectivement, un cœur qui ne marche pas bien, d'où le facteur de risque de l'âge pour l'OAP, avec une myocardite en plus due à un virus qu'on ne contrôle pas, et tout va bien quand on est au repos, c'est pas du tout la même chose en effort et en hyperbarie. Quelqu'un qui est soufflé, si vous lui faites boire de l'eau, l'eau risque de passer dans le mauvais tuyau. Voilà. Ça ne préjuge pas de la cause de l'essoufflement. Si l'essoufflement est mineur et qu'il arrive à boire, c'est qu'a priori les lésions sont mineures, ça va se résoudre assez bien, donc vous n'allez pas l'aggraver. Mais s'il n'arrive pas à reprendre sa respiration, s'il ne peut pas parler, vous n'allez certainement pas lui administrer de l'eau, mais quelle que soit la cause de l'essoufflement. D'accord ? Ça, c'est une différence. Après, les métiers, la question était certains métiers où les gens sont exposés à des solvants et produits toxiques. Ça va concerner la vie terrestre. Donc, on sort un petit peu du cadre de l'OAP d'immersion. Les poumons irrités, oui, c'est un facteur favorisant. Si vous avez un poumon altéré à la base, ça va être un facteur favorisant l'œdème pulmonaire. Maintenant, quelqu'un qui travaille sous l'eau, normalement, doit respirer un gaz. Il y a des normes en médecine du travail sur la qualité de l'air respiré. Donc, normalement, au niveau respiratoire, ça doit bien se passer. Maintenant, en termes de plongée professionnelle, ça va être plutôt les contraintes de l'appareil respiratoire qui peuvent jouer. Et certains appareils respiratoires peuvent être plus durs que d'autres et être facteurs favorisants d'œdème pulmonaire. Et il y a aussi l'effort. Certains scaphandriers font des efforts assez importants sous pression. Donc effectivement, ceux-ci peuvent être à risque. La plupart des cas quand même qu'on a observés, mais qui sont déclarés, c'est quand même des plongeurs loisirs. Parce que les plongeurs professionnels n'ont pas non plus la même condition physique et le même terrain que le plongeur loisir. Plongeur loisir, on pourra trouver des gens qui ont déjà un petit peu de tension artérielle, qui ont déjà un petit peu de cholestérol, donc un cœur qui travaille de base un peu plus. Le plongeur professionnel a une sélection qui est plus stricte. C'est sans doute pour ça qu'on en observe beaucoup plus chez le plongeur loisir.